Bienvenue dans les carnets de l'intelligence artificielle, un podcast de la Cité de l'IA soutenu par la Fondation MMA des entrepreneurs du futur, engagée auprès de ceux qui façonnent dès aujourd'hui l'entrepreneuriat de demain. Ensemble, explorons comment l'IA peut transformer vos entreprises et ouvrir de nouvelles perspectives. Je pense qu'on aura toujours besoin d'étudier et les élèves auront toujours besoin d'apprendre. Mais l'éducation nationale a vraiment besoin d'encadrer les enseignants et de leur donner des moyens pour éduquer les élèves à utiliser l'IA. Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise ? Par où commencer ? Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer ? Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Carnets de l'IA après une série de plusieurs épisodes qu'on avait enregistrés au IA Summit du 1er juillet 2025. Et donc aujourd'hui, je suis avec Marie-Delphine Foudria de la société Biblio On Demand. Bonjour Marie-Delphine. Bonjour Manuel. Alors est-ce que tu pourrais peut-être te présenter et puis nous expliquer ce que fait ta société, alors une start-up, Biblio On Demand, pour nos auditeurs. Alors Biblio On Demand, c'est une librairie de contenu numérique à destination des bibliothèques. Très bien. Donc on a fondé cette entreprise pour répondre à un besoin. C'était un besoin tout simple d'avoir accès à des ressources numériques, donc des e-books au début. Oui, d'accord. Et on s'est diversifié puisqu'on s'est rendu compte que les étudiants accédaient à la connaissance autrement que par l'écrit, mais par des podcasts, par des vidéos. Et donc on s'est dit que c'était intéressant de pouvoir être médiateur de sérieux, enfin être tiers de sérieux, tiers de confiance, et de proposer des contenus fiables, des contenus sérieux qu'on aura sélectionnés pour que les étudiants aient accès à des contenus dans un format qu'ils apprécient, mais tout en étant sûrs de la qualité. Qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours personnel à créer cette start-up ? Alors, je travaillais au Furet du Nord, donc voilà, bien local. Pour nos auditeurs qui ne sont pas de la région, le Furet du Nord, c'est un peu comme la Fnac ou ce genre de grande librairie qu'on a partout ici dans la région. Oui, c'est la chaîne de librairie locale du Nord. Mais je m'occupais des clients bibliothèques, donc des clients vraiment partout en France, des bibliothèques, des universités, des écoles. Et justement, je voyais qu'il y avait ce besoin d'avoir accès à des ressources numériques et qu'ils n'étaient pas en capacité d'acheter ces e-books facilement. D'accord. Alors, pour revenir un peu au métier de Biblio On Demand, puisqu'ici on parle d'intelligence artificielle, c'est vrai que ce que tu dis m'a interpellé, c'est-à-dire apporter aux étudiants du contenu un peu vérifié. C'est vrai qu'aujourd'hui, on les voit se précipiter sur ChatGPT pour avoir des réponses qui ne sont pas forcément, qui sont même souvent fausses. Et donc, j'imagine il y a un créneau à prendre pour apporter de la connaissance vérifiée, en fait, auprès de ce public-là. Oui, en fait, on s'est rendu compte, alors on n'a pas les moyens de Mistral, on n'a pas les moyens de ChatGPT, mais on s'est rendu compte qu'on avait la chance d'avoir beaucoup de contenu et du contenu fiable. D'accord. On avait des interlocuteurs aussi avec qui on travaille, donc Radio France, RFI ou France 24, qui étaient vraiment motivés aussi pour faire un projet sur ce sujet-là. D'accord. Et on n'a pas réinventé la roue, on a pris donc des LLM qui existent, qui sont présents gratuitement, des modèles de langage qui sont présents sur le marché. On les a isolés et on leur a donné tout ce contenu fiable, on les a entraînés avec ce contenu et on les a entraînés à répondre à des étudiants ou des lycéens et des collégiens. D'accord. Donc comment finalement les étudiants ils interagissent avec la plateforme ? Qu'est-ce qu'ils y trouvent ? Alors c'est une plateforme qui est comme un moteur de recherche de bibliothèque. On peut très bien d'ailleurs trouver du contenu e-book ou du contenu livre ou des articles de presse dans ces moteurs de recherche. D'accord. Mais la particularité c'est qu'on n'a pas le droit d'utiliser les e-books, on n'a pas le droit juridique. Mais en revanche, on a le droit d'utiliser le contenu transcrit de ces podcasts. Ah oui, d'accord. Et donc, il y a deux façons d'utiliser ce moteur de recherche, soit comme un moteur de recherche classique de bibliothèque où l'IA va améliorer la pertinence des résultats, et ça c'est sans doute ce qui est le plus intéressant. Oui, tout à fait. Puisque l'étudiant va pouvoir prompter dans un moteur de recherche de bibliothèque et il aura des résultats extrêmement pertinents. D'accord. Et la deuxième façon, c'est une façon un peu plus ludique. On utilise une IA générative, on pose une question, on a une réponse, mais cette réponse, elle est éduquée. Elle est éduquée à citer ses sources et elle est éduquée à pondérer, à modérer ses réponses, à dire quand elle ne sait pas vraiment. D'accord. Ah oui, ce qui change un petit peu des IA conversationnelles qu'on a habituellement, qui sont toujours très assertives. Là, vous avez réussi à tordre un peu le système pour qu'il
qu'ils disent je ne sais pas ou je ne suis pas sûr. Ou qui donnent aussi plusieurs solutions. C'est-à-dire qu'il il essaye quand même de ne pas avoir une réponse trop affirmative. Oui, d'accord. Et quel est un peu un exemple d'usage finalement par les étudiants que vous avez observé sur la plateforme avec ton équipe ? Alors ça peut être des questions, par exemple, j'ai une dissertation à faire sur Marguerite Duras, est-ce que tu peux m'aider ? Voilà. Est-ce que tu peux me faire ma disserte ? Alors justement, non, on bride, les réponses sont courtes. D'accord. En fait, en mode lycéen, on bride la taille des réponses pour que les dissertations ne puissent pas être rédigées entièrement par notre outil. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on éduque l'élève à avoir... Déjà, on donne une réponse très précise avec des rebonds vers les sources et on l'incite à aller consulter la source. D'accord. Et les sources utilisées possèdent elles-mêmes des sources. D'accord. Ce qui fait qu'en gros, c'est l'éducation à la recherche. En tout cas, c'est l'initiation à l'éducation, une initiation à la recherche où on part d'un contenu simple, un peu généraliste, et petit à petit, on va vers le plus sérieux et le plus précis. Alors, c'est une forme un peu plus exigeante, j'imagine, d'interaction avec l'IA. Est-ce qu'on constate que les lycéens, les étudiants, ils se plient au jeu ou est-ce qu'ils préfèrent un peu peut-être par facilité rester sur des IA conversationnelles grand public ? Alors, il faut quand même qu'ils soient emmenés par les professeurs. D'accord. Voilà, il y a quand même un travail d'éducation qui est fait par le professeur. Maintenant, je pense que les élèves ne sont... Enfin, en tout cas, j'espère qu'une partie des élèves ils sont assez conscients de l'information un peu trop radicale que donne une intelligence artificielle classique. Et ils ont aussi besoin de nuances et savent quand même que la nuance existe. Et ils savent aussi qu'ils peuvent trouver des choses fausses, notamment en sciences politiques, puisque en politique, c'est même dramatique. La désinformation des outils d'IA actuellement, je crois que c'est plus de 30% des réponses. Il y avait une statistique qui avait été faite, toujours à relativiser, parce que c'est compliqué de reproduire ces expériences là, mais qui disait qu'il y avait 42% des réponses de Perplexity sur des éléments d'actualité qui étaient des fake news. Et Perplexity n'est pas forcément le pire d'ailleurs. Oui, c'est dramatique. Oui, c'est dramatique, c'est des chiffres beaucoup trop élevés. Alors, parce que je crois que c'est nourri par des bots qui viennent de pays un petit peu exotiques. Et alors que nous, notre bot, c'est RFI, France 24 et Radio France. Donc je pense que c'est quand même un peu plus fiable. Oui, vous appuyez uniquement sur des sources qui sont qualifiées par des journalistes. C'est ça. Ok, très bien. Ça nous amène à notre première question. Vous avez un message. Comment l'IA est accueillie par les écoles, les universités, par les profs et les élèves ? Alors, dans les universités, les professeurs sont absolument convaincus que tous leurs étudiants utilisent l'IA. Oui. Alors là, c'est vraiment, ils en sont vraiment convaincus et donc c'est même ils ont un vrai challenge là-dessus. Oui, ils se sentent menacés peut-être dans leur rôle de transmettre le savoir. Ils se sentent menacés et surtout les élèves eux-mêmes sont menacés parce qu'ils apprennent des bêtises. Oui. Donc c'est un vrai sujet. Dans les lycées, le sujet s'est un peu imposé puisque l'éducation nationale maintenant impose une formation obligatoire à l'IA sans forcément donner des moyens énormes pour former à l'IA. Et donc les professeurs sont très démunis. Donc là, on leur donne un outil tout simple. C'est vraiment un outil où les réponses, on ne va pas donner toutes les réponses sur tous les sujets, mais en tout cas sur les sujets qui sont au programme des lycées, ils auront des réponses et des réponses sérieuses avec les sources. Et surtout, pour eux, ça leur permet aussi d'animer des cours, puisqu'il y a des sources audio. Il y a également les sources vidéo. Donc ça permet, ils ont le droit de projection en classe, donc c'est un peu multimédia. Donc c'est un peu, c'est un outil qui permet plusieurs choses, à la fois l'IA, l'éducation aux médias, et aussi des contenus interactifs. Et les élèves, est-ce qu'ils arrivent aujourd'hui à prendre un peu du recul par rapport aux IA génératives grand public et voir la valeur ajoutée d'une plateforme comme celle que vous pouvez proposer ? Alors, les élèves sont je pense, un peu moins décérébrés qu'on pourrait le penser. C'est qu'ils savent que, quand même, c'est dangereux de faire une recherche en utilisant une IA, puisqu'ils peuvent avoir des réponses fausses. Je pense quand même que la particularité de ma plateforme, c'est aussi sur la pertinence, l'amélioration de la pertinence des résultats dans un moteur de recherche classique de bibliothèque. D'accord. Et ça, pour un élève, c'est important. Je vais peut-être prendre l'exemple tout simple de mon fils qui a 12 ans, qui m'a dit « Maman, j'aime pas utiliser l'IA parce qu'il donne qu'une seule réponse. » Et moi, j'aime avoir le choix. J'aime pouvoir regarder les différentes réponses. Alors, c'est un rêveur, c'est un petit garçon qui aime méditer. Donc, je pense qu'il aime lire plein de réponses sur Google. C'est peut-être pas le cas de tous les élèves. Non, mais c'est intéressant parce qu'on on a souvent une vision monolithique un petit peu de la jeunesse et de la façon dont ils interagissent avec la technologie. Oui, puis, je pense qu'ils ont, alors peut-être que mon fils a une maman qui lui parle beaucoup d'IA, donc peut-être quand même qu'il est un petit peu sensible à ce sujet-là.
D'accord. Mais je pense quand même que les élèves, ils ont aussi besoin d'avoir plusieurs réponses, pouvoir choisir, cliquer, écouter un podcast, regarder une vidéo. Sur TikTok, ils ne font pas que prompter, ils regardent des vidéos à longueur de journée. Bien sûr. Et là, ils sont plus actifs sur ce type de plateforme. Et elle est accessible comment, finalement, cette plateforme dans les lycées, dans les universités? Il faut aller à la bibliothèque ou alors on peut s'en servir depuis son propre ordinateur? Alors, on peut s'en servir depuis son propre ordinateur. C'est un abonnement qui est payé par le lycée ou par l'université. Et bien sûr, il peut y accéder n'importe quand avec son identifiant d'élève. Oui. Et c'est le lycée ou l'université qui choisit les contenus qui sont posés dessus parmi un catalogue que vous proposez, c'est ça? Exactement. Oui, d'accord. Donc ça leur laisse la liberté pédagogique d'une certaine manière. Oui, puis je pense qu'il y a des établissements qui n'ont pas besoin d'avoir accès à tout, d'autres qui ont besoin d'avoir accès qu'à une petite partie, d'autres à tout. Voilà, on laisse le choix. Et pour l'instant, on n'a que des contenus francophones. Mais l'idée, c'est d'ouvrir à d'autres types de contenus anglophones, mais toujours des revues sérieuses. Merci pour ces éléments et ça nous amène à notre deuxième question. Vous avez un message. Quel est l'avenir de l'éducation avec l'arrivée en force de l'intelligence artificielle ? Alors, je pense qu'on aura toujours besoin d'étudier et les élèves auront toujours besoin d'apprendre. J'ai vu passer un livre qui m'a vraiment révolté, dont le titre était Arrêter d'étudier ou je ne sais plus quoi. Enfin, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est complètement à côté de la plaque. Oui, c'est du sensationnalisme. Je ne sais pas, c'est du marketing là pour le coup. Non, je pense qu'on aura vraiment toujours besoin d'étudier. Les élèves auront encore plus besoin de maîtres pour les guider et leur apprendre à faire le tri parmi la milliard d'informations disponibles. Mais je pense au contraire qu'on a énormément de chance parce qu'on n'a jamais eu cette possibilité d'avoir accès à une base de données si immense de connaissances et d'informations. Donc finalement, c'est une chance. Bien sûr que l'éducation nationale est à un tournant. Bien sûr que les bibliothèques sont à un tournant. Moi, je connais bien le sujet des bibliothèques puisque c'est mon cœur de métier. Et une bibliothèque, c'est vraiment l'endroit qui rend accessible la connaissance. Donc bien sûr, avant, c'était l'écrit. Depuis Alexandrie, la bibliothèque d'Alexandrie. Voilà. Tout à fait. Avant, c'était l'écrit. Aujourd'hui, maintenant, c'est en train d'être complètement... Toutes les cartes sont en train d'être rebattues. Et l'accès à la connaissance se fait par plein de médias, plein de moyens. Et donc, je pense que les bibliothèques sont aussi en train de vivre une véritable révolution, mais elles en sont les bibliothèques en sont conscientes. Elles ont souvent été dans des évolutions techniques, avec le multimédia. Il y a eu les CD-ROM, maintenant, après, il y a eu Internet, et maintenant, on est à l'intelligence artificielle. Le corps professoral, comment, globalement, tu le sens par rapport à cette question-là, dans les interactions que tu peux avoir éventuellement avec les enseignants ? Alors, les personnes qui sont en charge des ressources numériques sont vraiment très intéressées et sont dans une démarche très active de recherche de ressources. D'accord. Il y a une réticence de la part des professeurs que je peux comprendre. Ça dépend vraiment des matières. Il y a des matières, par exemple, comme l'histoire géo, où ils savent que c'est juste l'IA, c'est super pour pouvoir faire des recherches, etc. Mais il y a des recherches où, par exemple, en mathématiques, on donne un problème à l'IA et ça résout le problème tout seul. Et donc, parfois, ça donne la bonne solution, mais avec le mauvais raisonnement. Alors, j'ai jamais fait... Alors, il ne faut pas me parler de maths, parce que... Mais oui, donc je pense qu'il y a des professeurs qui se mettent un peu des œillères. D'autres qui essayent d'accompagner leurs élèves, mais l'éducation nationale a vraiment besoin d'encadrer les enseignants et de leur donner des moyens pour éduquer les élèves à utiliser l'IA. Est-ce que finalement cette arrivée massive de l'IA dans les écoles et dans les universités, qui n'a pas été invitée par les enseignants, finalement c'est pas quelque chose qui va remettre en cause de manière fondamentale l'éducation à apprendre et nous inciter à devoir apprendre autrement? Alors, c'est déjà le cas. Je pense que les enseignants sont parfaitement conscients, en tout cas dans l'enseignement supérieur. Ils peuvent plus se permettre de donner un polycopier à la fin du cours. Moi, à l'époque, on faisait des photocopies et on surlignait au stabilo. C'est fini. En revanche, ils ont maintenant comme mission d'apprendre à apprendre, mais d'apprendre à apprendre à l'ère de l'IA. Et je pense que c'est une chance, en vrai. Oui, c'est-à-dire que c'est comme toujours, quand on sait s'approprier la technologie, on peut en faire un vrai accélérateur, une vraie aide. Et au contraire, quand on est un peu réticent ou quand on l'utilise de manière inappropriée, ça peut devenir catastrophique. Oui, d'où l'importance de l'éducation, parce que ça reste aussi
La manipulation des masses, c'est beaucoup plus simple maintenant avec l'IA si la masse n'est pas éduquée. Absolument. Et il faut toujours rappeler qu'il n'y a pas d'esprit critique sans connaissance. Et donc, l'acquisition de connaissances reste un fondamental indispensable. Eh bien, merci beaucoup Marie-Delphine pour ce témoignage et bravo pour ta société Biblio On Demand. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous retrouver sur notre site internet www.iahdf.org. À bientôt.